Buonasera a tutti, votre Intant in Cultura ce soir consacré à un chef-d'œuvre du bâti insulaire, le château de la Punta sur la commune d'Alata, un édifice exceptionnel, majeur, qui surplombe majestueusement le golfe d'Ajaccio, niché dans un immense domaine qui faisait autrefois la richesse et la renommée de la famille Pozzo di Borgo. Le château de la Punta, c'est l'histoire d'une résurrection, on le voit sur ces images de Novita Prod. Des travaux d'urgence ont permis de freiner la dégradation de cet édifice. Une première étape dans son retour en grâce, histoire aussi de passion qui aura animé les défenseurs de ce château durant de longues années pour œuvrer pour sa rénovation. Une passion qui dure et vous êtes bien placé pour en parler, Noël Pinsuti. Bonsoir. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette association des Amis du Château et puis votre expérience d'ancien directeur des archives départementales, vos années de recherche historique et technique sur ce lieu font de vous l'un des plus fins connaisseurs de ce dossier. Noël Pinsuti, on peut le dire, on a quand même frôlé quelque part la catastrophe. Depuis l'incendie de la fin des années 70, ce château avait largement subi les affres du temps. Oui, c'est tout à fait exact. Alors en 78, l'incendie qui a sévi cette année-là a entièrement détruit la charpente et la couverture du château de la Punta. Donc le toit était entièrement ravagé par cet incendie. Et cette année-là, j'avais été nommé, c'est donc l'un des premiers dossiers que j'ai eu à connaître, directeur régional des affaires culturelles pour la Corse. Donc il a fallu prendre un certain nombre de précautions d'urgence, de mesures de sauvegarde, la mise en place d'un parapluie de protection en particulier, mais on s'en est tenu là à ce moment-là. Et il a fallu que le département devienne propriétaire du château pour qu'il s'attelle, sous l'impulsion de José Ross, qui était président du Conseil général à l'époque, à la réfection complète de la toiture. Mais vous avez raison de le dire, 78, c'est plus de 40 ans en arrière, et c'est vrai que depuis lors, si l'on accepte, et c'est tout à fait important, bien sûr, la réfection de la route d'accès, toujours à l'instigation du Conseil général, qui à ce moment-là était présidé par Pierre-Jean Lucian, le château est resté fermé au public. Et c'est vrai que la maçonnerie, et notamment au niveau des façades, des décors sculptés, ont eu terriblement à souffrir pendant ce trop long laps de temps. Alors justement, c'est la conception de cet édifice, une conception totalement innovante pour l'époque, qui fait à la fois sa force et puis sa faiblesse. On retrouve les fameuses pierres vestiges du Palais des Tuileries, des pierres ouvragées exceptionnelles, ainsi qu'une armature métallique. C'est ça qui finalement a le plus souffert du temps. Et oui, parce que c'est un agent de corrosion, évidemment, par nature et par destination en même temps, que ces agrafes métalliques qui ont plaqué les pierres provenant du château de la Punta sur le massif de maçonnerie sur lequel elles devaient être fixées. Donc incontestablement, c'est ça qui a rendu le château particulièrement vulnérable aux intempéries, vous avez raison de le souligner. Et nous le disions, la bâtisse qui est aujourd'hui propriété de la collectivité de Corse a connu une année de travaux d'urgence entre 2020 et 2021. On va voir quelques images de ces travaux. On peut dire que cette première phase a de quoi rassurer. Tout à fait. Je pense que le bâtiment est hors d'eau et hors d'air maintenant, pour reprendre l'expression ou les expressions qui conviennent, et que la restauration au terme de cette première tranche de travaux nous assure que le château maintenant est définitivement sauvé. Alors vous avez eu raison de le dire, ça n'est qu'une première tranche de travaux, effectivement, qui a porté essentiellement sur la réfection complète de la façade nord et des deux façades latérales, des deux escaliers extérieurs et en particulier de l'escalier en fer à cheval de la façade sud, de la balustrade qui fait garde-corps. Et on peut dire maintenant que le château se présente à nous comme nous ne l'avons, pour la plupart d'entre nous, jamais connu au fond, puisque depuis 40 ans, la dégradation l'avait complètement défiguré. On voit que c'est une mise en sécurité. Les pierres sont extraordinairement belles, elles sont mises en valeur, mais c'est de la sécurité, aboutissement là aussi d'un long diagnostic de la part des architectes des monuments historiques et des équipes du service du patrimoine de la collectivité de Corse. On peut dire qu'on connaît ce château pierre par pierre à présent.
Je pense que c'est le cas de tous les artisans qui ont œuvré sur place, des architectes et de l'ensemble des entreprises qui ont été amenés à déployer toutes leurs compétences sur place, incontestablement, oui. Beaucoup de compagnons des spécialistes de la pierre taillée. Ce sont en général, bien sûr, et ça a été le cas en l'occurrence, des entreprises qui sont qualifiées pour intervenir sur les monuments historiques, puisque le château de la Punte est un monument historique classé, ne l'oublions pas. Il méritait donc un traitement particulier. Classé depuis 1977. Pour votre part, comme d'autres personnes, dont des historiens, vous avez sondé l'histoire de la Punte depuis sa construction. Et ce domaine, c'est toute la splendeur de la famille qui était au centre de la vie sociale de la région, les Pozzo di Borgo. C'est vraiment cette famille qui a fait le charme de cet endroit. Oui, je pense que la famille a toujours été naturellement implantée dans son terroir d'origine. Le personnage le plus célèbre, bien sûr, c'est Charles-André Pozzo di Borgo, qui a été ambassadeur de 2 tsars de Russie successifs en France, ambassadeur en France avant d'être ambassadeur destinée incroyable de Russie en Angleterre, donc un destin tout à fait hors du commun. Et bien que toute sa carrière et toute son existence se soit déroulée avant la construction du château de la Punte, on a raison de se référer à lui. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait l'objet du premier colloque historique que nous avons tenu à Alatte, en l'honneur de cet Alata exceptionnel qu'il a été, puisqu'il est né au village d'Alatte. Et ça, c'est donc le thème que nous avions retenu pour notre premier colloque. Justement, des colloques réguliers, peut-être l'an prochain, le spécialiste de Napoléon, le grand historien Jean Tullard, qui pourrait venir à Ajaccio. Et grâce à votre fonction, justement, d'archiviste en chef du département, à un certain moment de votre carrière, est-ce que vous avez trouvé des traces écrites iconographiques de ce qu'était l'époque des Pozzo di Borgo sur leur domaine, on le disait, au centre de la vie sociale et puis économique aussi? Est-ce qu'il existe des textes, des images? Alors, l'essentiel de la documentation archivistique qui s'applique au château de la Punte, ce sont les archives familiales qui sont donc conservées par la famille sur le continent et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de sondages ou de prospections de la part de chercheurs qui ont pu y avoir accès. En revanche, dans les fonds conservés aux archives départementales de la Corse du Sud, en dehors d'un certain nombre de documents d'ordre photographique, il n'y a pas à en parler d'éléments qui nous permettent de documenter l'histoire de la construction du château. Mais encore une fois, les archives de la famille sont évidemment la source essentielle à cet égard. On a l'impression qu'il y a aussi une source populaire de mémoire. Des gens qui sont encore vivants, qui se souviennent des descendants des Pozzo di Borgo, qui arrivaient notamment dans la vieille ville d'Ajaccio en voiture à cheval. Il y a des témoignages, d'après vous, qui peuvent être encore je pense récoltés. Que les vieux Ajacciens se souviennent effectivement de cette période tout à fait emblématique, lorsque les Pozzo di Borgo utilisaient également de façon alternative par rapport au château de la Punte, l'hôtel qu'ils avaient dans le centre-ville d'Ajaccio, bien sûr. Et je pense que c'est un souvenir qui est resté très vivace dans la mémoire collective des Ajacciens, oui, incontestablement, et des Alatais. Oui, sans doute un travail de collecte, peut-être de témoignages qui reste... Qui serait à faire, oui, sans doute de qui témoignages. Qui est encore possible aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi était-il important de se fédérer autour de l'association des amis du château pour la survie de la Punta? On se souvient en tout cas qu'il aura fallu plus de 40 ans entre le classement au titre des monuments historiques et le premier diagnostic des travaux de 2017. C'était dans le but de faire avancer les choses, mais 40 ans, ça a été long. Oui, 40 ans, ça a été long, et je pense que le rôle de l'association a été un petit peu un rôle de vigie, si c'est pas trop prétentieux d'employer ce terme-là. Mais c'est vrai que nous étions à la fois inquiets quant à la réaction des pouvoirs publics, qui s'est manifestée finalement, il faut le reconnaître bien sûr, mais qui n'était pas évidente au départ. Et puis nous avions aussi le souci de faire appel au ressort profond de la population et au fait qu'il était nécessaire qu'elle puisse, par notre intermédiaire, se réapproprier l'histoire du château. Et je crois que cet objectif a pu être atteint, effectivement, et que ces longues années, trop longues peut-être, par rapport à ce que nous aurions pu espérer à l'origine, ont permis de mieux faire infuser, au fond, dans les couches profondes de la population, la nécessité qu'il y avait de se réapproprier ce patrimoine. En témoigne
témoigne notamment le fait que nous avons, à travers une convention qui a été passée par l'Association des Amis du Château de la Pounte, avec la collectivité de Corse et avec, en même temps, la Fondation du patrimoine, bien sûr, nous avons fait appel avec succès à l'épargne populaire et aussi au mécénat d'entreprise qui a peut-être donné jusqu'à présent des résultats moins probants, qu'il faudra sans doute solliciter à nouveau, mais qui montre à quel point cela répond à un besoin de la part de la population dans ses couches les plus profondes, encore une fois, que de participer à cette aventure. On reviendra sur la question du mécénat. Je vous propose tout d'abord de revenir sur un sujet diffusé dans le Corsi Gazera cet été, au sujet du château de Coens, un autre château lui aussi en péril, pas du tout la même période de construction. Il a été ces dernières années l'objet d'un combat pour sa préservation. 400 000 euros vont venir soutenir l'effort de la mairie, notamment de la part du loto du patrimoine. Annonce faite cet été. Je vous propose ce reportage. Il est signé Marie-France Giuliani. Ce château abandonné à la sortie de Coens, c'est un crève-cœur pour le maire et son équipe. La commune l'avait acheté en 1993, mais il s'est délabré. Des façades lézardées, des fenêtres dégradées. La Fondation du patrimoine et la Française des Jeux vont contribuer à le sauver. Personne vraiment ne croyait à ce projet. Nous avons réalisé un rêve finalement, obtenir ces 450 000 euros du loto du patrimoine par le biais de la Fondation du patrimoine, c'était inespéré. Inespéré et in extremis. La réfection de l'école a dû être reportée pour financer dans l'urgence la restauration du toit. Ce chantier-là débutera fin septembre avec le concours de l'État et du comité de massif. Mais avec 450 mètres carrés au sol sur 3 niveaux, il faudra entre 7 et 8 millions d'euros. Cette grande salle, il y a 10 000 possibilités, des expositions, des séminaires. Voilà, vous avez vu l'intérieur, il y a tellement d'espace qu'on peut en faire, on peut tout envisager, tout imaginer en fait. On ne le vendra pas à un privé. On n'a pas écarté l'option d'intégrer d'un projet mixte en fait. C'est pas une idée qu'on écarte, mais avant toute chose, on sait qu'il est communal. Pour nous, c'est un bien commun, c'est un héritage commun. Et le privatiser, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ce qu'on voudrait, c'est qu'il reste accessible au public, que tout le monde puisse en profiter. Construit en 1935 dans un style toscan, ce château ne pourra pas de sitôt ouvrir ses portes. Samedi, lors des journées du patrimoine, sont prévues la remise du chèque du loto et une fête dans le parc. La souscription populaire et la recherche de mécènes, elles, se poursuivent. Voilà, un bel espoir pour le château de Coens. Les travaux qui devaient débuter ces dernières semaines prennent un tout petit peu de retard et vont finalement nécessiter une phase préalable de renforcement de la tour du bâtiment. Et puis, la toiture pourra être enfin édifiée. Revenons à l'avancement des travaux à la Punta. Revenons aussi sur les chiffres. Première tranche, on vient de l'évoquer, celle de l'urgence. Elle aura nécessité tout de même 1,5 million d'euros, la moitié venue du PUI, le plan exceptionnel d'investissement, 700 000 euros pour la CDC. C'est 80 000 euros pour la Fondation du patrimoine. Et puis pour la suite, seconde phase qui devrait être entreprise dans les mois prochains, l'estimation prévisionnelle atteint un peu plus de 3,6 millions d'euros. On verra ainsi la rénovation des 4 façades du corps principal, restauration des menuiseries si tout va bien, sauvegarde des pièces du rez-de-chaussée. Il faudra aussi un système électrique et puis un système de sécurité incendie. Les services de l'État vont poursuivre le contrôle scientifique et technique. La CDC assure la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est de l'argent public bien utilisé? Oui, tout à fait bien utilisé. Là, je pense que le retour sur investissement sera tout à fait naturel et rapide. Et je crois surtout que la réalisation de cette deuxième tranche de travaux laisse entrevoir la possibilité, qui n'est plus théorique désormais, de réouvrir le château au public. Le château et son site, bien sûr. On en parle pour 2024, cette réouverture au public. Les signes qui nous viennent de la CTC, effectivement, c'est cet objectif. Au moins pour le rez-de-chaussée, seront alors visibles le salon de type médiéval, le salon Renaissance, une salle à manger assez extraordinaire, la bibliothèque de Charles Pozzo di Borgo. C'est particulièrement riche aussi. L'intérieur de ce château est à découvrir comme une merveille. Ah, tout à fait. Alors, il y a effectivement des décors tout à fait remarquables qui auront besoin d'être rénovés ou restaurés pour certains d'entre eux. Mais ce qui est extraordinaire, vous venez de le dire, c'est que finalement, en parcourant
ces pièces de prestige du rez-de-chaussée du château de la Poutre, on prend une leçon d'histoire de l'art tout à fait complète, toutes époques confondues. Le grand salon Renaissance, vous l'avez cité, la salle à manger médiévalisante, on va dire, le salon Louis XV, la bibliothèque de style restauration. Une cheminée incroyable que l'on voit à l'image à l'instant. Et une cheminée tout à fait monumentale, qui est sans doute l'élément le plus important du grand salon, bien sûr. Donc tout cela mérite une visite guidée et une organisation donc pour accueillir les touristes qui pourront y être admis le moment venu. Et je pense que 2024, c'est un horizon chronologique relativement réaliste. Et j'espère que ce délai sera tenu. À ce moment-là, c'est le rez-de-chaussée qui serait ouvert dans un premier temps à la visite. On favorise le mécénat en Corse. On parlait de l'importance du mécénat d'entreprise éventuellement pour ce projet. Déjà 30 000 euros qui sont venus quand même d'un donateur privé anonyme, me semble-t-il, sur le projet de la Punta. Ce n'est pas négligeable. Effectivement. La collectivité de Corse propose même des incitations pour ces mécènes, pour faciliter le don des propriétaires privés. C'est une bonne solution pour vous sur un projet d'ampleur que de faire appel au privé, au monde de l'entreprise. Je crois, oui. Je pense que les entreprises, comme les particuliers, les entreprises locales, on dit souvent qu'en Corse, il y a surtout des très petites entreprises. Je pense qu'elles traversent une période particulièrement difficile, délicate actuellement. Il faut en tenir compte, bien sûr. Mais je pense que c'est pas forcément toujours les entreprises qui ont le plus de surface qui sont le plus motivées par ce genre d'opération. Qu'est-ce qui peut motiver justement un chef d'entreprise insulaire à mener sa contribution? Je pense que ça n'est pas indifférent à son image de marque. Je pense que ça correspond aussi à une pente naturelle qui peut être amenée à suivre dans la mesure où il s'agit d'un élément fondamental du patrimoine local qui a une histoire et qui nous parle. Donc je crois que la réaction des simples particuliers et celle des entreprises elles-mêmes ou des chefs d'entreprise peut être considérée dans les deux cas comme tout à fait naturelle. Oui. Alors au-delà de sauver cette exceptionnelle bâtisse, il y a tout un domaine qui pourrait être mis en valeur. Il y a d'autres bâtisses monumentales d'ailleurs sur le domaine de la Punta, preuve d'un certain modernisme aussi de cette famille. La propriété comptait un jardin expérimental, un jardin d'acclimatation planté d'espèces exotiques, un lieu très en phase avec l'époque des Pozzo di Borgo, en fait, très inventif quelque part. Tout à fait. Alors à l'époque, c'était considéré comme le nec plus ultra, et le jardin botanique auquel vous faites allusion s'appelait d'ailleurs la Petite Afrique, et il y a d'ailleurs, attenant à un certain nombre de demeures d'importance sur la Côte d'Azur, cette même appellation de Petite Afrique pour désigner une partie ou la totalité du jardin d'agrément attenant à ces résidences plus ou moins princières, des espèces tropicales ou subtropicales. Et nous le disions avant le début de l'émission, tout à l'heure, ensemble, nous étions d'accord là-dessus, le réchauffement climatique pourrait redonner un regain d'actualité, d'une certaine façon, à l'acclimatation de ces espèces qu'on pourrait à nouveau faire admirer à un public divers sur place. C'est bien le seul avantage du réchauffement climatique, on est d'accord là-dessus aussi. En tout cas, est-ce que c'est un projet que vous verriez effectivement comme une évidence, avoir cette propension à ouvrir le domaine à une activité de ce type? Est-ce qu'il faudrait un lieu de culture un jour au château de la Punta? On peut imaginer des modes d'utilisation, de fréquentation et d'exploitation différents pour le château de la Poutre. Certains qui seraient définitifs, d'autres qui seraient plus temporaires. Je pense que il faudra toujours qu'un espace d'exposition soit ménagé pour des expositions temporaires illustrant tous les thèmes que l'on peut conjuguer à partir de l'histoire du château de la Poutre, bien sûr, mais aussi des thématiques qui se rattachent à l'environnement, à la nature et à la défense du patrimoine naturel et pas seulement du patrimoine bâti. Je pense que c'est tout un ensemble de disciplines qui pourraient être conjuguées, illustrées, mises en valeur sur place, certainement, oui. Un dernier mot sur l'accessibilité du lieu, ça va être la priorité selon vous qu'il faut mettre dans ce dossier? Alors ça, je pense que c'est une priorité absolument incontournable. Plusieurs solutions ont été envisagées.
L'association des Amis du Château de la Poudre n'a jamais caché qu'elle avait une préférence pour l'installation d'un téléphérique, ce qui pose, c'est vrai, un certain nombre de problèmes. Et on va conclure comme ça, cher Noël Je crois que de toute façon, il faudra régler le problème d'une façon ou d'une autre. Merci de votre présence, Noël Pinzouti. Moi, je vous remercie. Subito, o vostro corsigase in cui Stella Rossa ringrazia e a presto, Nanta Via Stella. Bella serata.